La question de la division du travail scientifique entre Philippe et moi. Évidemment, être deux sur le terrain, surtout sur un terrain comme celui des Hatchoirs, était un énorme atout. Puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours facile. C'est un énorme atout, encore que c'est peut-être un peu limitant sur la question de la vitesse d'apprentissage de la langue. Probablement, on apprend plus vite quand on est tout seul. Mais c'est sûr que c'est psychologiquement, c'est infiniment plus confortable, disons, de faire un terrain à deux. Et en plus, c'est chez des gens aussi méfiants à l'égard des étrangers que le sont les Hatchoirs, et méfiants en particulier des rapports entre les femmes et les étrangers, le fait que nous soyons un couple était rassurant pour eux, et en plus les amusait beaucoup, les intéressait. Je pense que, de même que nous les observions, évidemment, nous étions pour eux une source inépuisable de curiosité dans nos interactions. Nous étions évidemment traqués non-stop par les enfants qui scrutaient nos moindres faits et gestes. Et donc, du coup, ça aussi, je crois que c'est plus intéressant pour eux. Et donc, du coup, en un sens, ça rend la relation ethnographique plus riche, des deux côtés. Mais évidemment, et puis par ailleurs, le fait d'être deux, de travailler ensemble est une incroyable richesse, parce qu'on parle ensemble constamment, on peut je veux dire, on discute des hypothèses, reste que c'est évidemment un problème dans la mesure où, objectivement, on se retrouve en situation de compétition, puisqu'il y a peu de postes, et puis, étant donné le mode de fonctionnement de la construction d'une carrière, d'une réputation, etc., c'est très difficile de gérer ça à deux. Donc la question de comment on allait gérer d'abord tout simplement la division du travail était compliquée en plus parce que nous avions l'un et l'autre un point de vue relativement aussi holiste au sens vulgaire, pas au sens très spécialisé du terme, au sens du Montien autrement dit, une vision assez holistique et systémique. Et le fait est que le travail que voulait faire Philippe couvrait à peu près tous les domaines de l'existence et de la vie hatchoir. Et donc, au bout d'un moment, il m'est apparu qu'une option possible était de garder cette optique très systémique, globale, mais à une échelle plus macro. Autrement dit, de consacrer ma thèse à l'étude de l'ensemble Givaro en tant qu'ensemble et aux variations, au système des variations intratribales, intertribales et intratribales. Et je voulais le faire à la fois dans la synchronie et dans la diachronie. C'est un projet complètement délirant, à vrai dire, par son ampleur, mais dont je m'imaginais qu'il était faisable. Et du coup, quand je l'ai, et je reviendrai sur la question de la diachronie après, quand j'ai présenté à Lévi-Strauss ce projet, il m'a dit, très bien, mais c'est complètement idiot de faire une thèse, c'est pas possible de faire une thèse là-dessus, transformez votre thèse en thèse d'État.
faites-en d'emblée une thèse d'État qui correspond mieux à la dimension, disons, de l'objet que vous voulez. Et c'est évidemment dans cette optique que j'ai développé ma recherche. Alors, entre-temps, j'ai commencé à écrire des articles et j'ai candidaté au concours CNRS et accessoirement d'ailleurs donné naissance à notre premier enfant, Léonore, une fille. Et j'ai eu la chance inouïe d'être reçue au concours du CNRS à ma deuxième tentative sur travaux, et donc sans thèse. Ce qui est évidemment impensable aujourd'hui, mais qui à l'époque pouvait se faire. Je ne suis pas du tout la seule de ma génération dans ce cas. François Héritier, par exemple, n'a pas de thèse non plus. Enfin bref, ça pouvait encore se faire. Et d'ailleurs, en plus, quelques années, 2 ou 3 ans après, la thèse d'État a également été supprimée, ce qui fait que, de sorte que je n'ai jamais eu, en réalité, le grade de docteur. Enfin voilà. Donc, puisque j'en suis encore sur un fil chronologique, autant évoquer donc rapidement maintenant la suite de ma carrière professionnelle. Donc, quand j'ai été recrutée au CNRS, j'ai été intégrée à une équipe du CNRS, une unité propre de recherche, comme on disait à l'époque, qui s'appelait l'EREA, équipe de recherche en ethnologie amérindienne, qui avait été fondée par Simone Dreyfus-Gablon et à laquelle j'étais déjà d'ailleurs affiliée comme hors statut. Et à ce moment-là, d'ailleurs sous l'impulsion de France-Marie Kasewitz, nous avons à plusieurs créé une recherche coopérative sur programme, une RCP comme on appelait ça, sur la question des rapports historiques entre les Andes et l'Amazonie, rapports historiques et structurels, avec Thierry Seigne, le feu Thierry Seigne, et France-Marie, moi-même, et initialement Antoinette Molinier. Je reviendrai sur les résultats de ce programme un peu plus loin. Après ça, si mes souvenirs sont bons, l'EREA a été déménagé d'abord rue Pouchet, dans un centre où il y avait plutôt des sociologues. Et puis, à un moment donné, en 1995, si mes souvenirs sont bons, j'ai pris la direction de cette équipe, l'EREA, et au même moment, la direction des sciences humaines m'a proposé de prendre en main, comme chef de projet, la création du centre qui allait s'appeler André-Georges Audricourt à Villejuif. Ça, c'était un grand projet, en réalité surtout immobilier, mais théoriquement aussi de regroupement scientifique du CNRS, qui consistait à implanter un certain nombre d'équipes d'ethno et d'ethnolinguistique et d'autres sciences humaines, histoire, des historiens de l'Antiquité en particulier, dans des locaux à Villejuif. Et il fallait essayer de faire comme si tout ça avait une grande cohérence scientifique. À vrai dire, autant le travail administratif proprement dit, j'ai aucun goût pour ça et pas de talent particulier, mais en revanche, au fond, j'aime assez cette espèce d'exercice de micro-politique qui consiste à créer et à gérer un bidule collectif, si j'ose dire, pour faire quelque chose ensemble. Et du coup, cette affaire d'Audricourt m'amusait assez, même si personne n'avait beaucoup d'illusions sur la réalité de la cohérence scientifique de ce programme, ni d'ailleurs sur les promesses mirifiques faites par le CNRS de
que ça allait devenir un immense centre, etc. Il se passe ce qui se passe à peu près toujours en France, on a des grands projets de ce type-là, et puis au bout d'un moment, il arrive un moment où l'argent ne suffit plus et en gros, on ne va jamais assez loin pour créer des écosystèmes réellement favorables à l'éclosion de la recherche. Enfin bon, ça c'est une autre affaire, mais voilà. Par la suite, donc on a l'EREA s'est donc installé à Villejuif, et ensuite est arrivée au CNRS une nouvelle phase. Vous savez que la direction du CNRS alterne toujours entre des moments de big is beautiful, il faut regrouper tous les laboratoires et faire des grands trucs mutualisés, unitaires, ou au contraire éclater et respécialiser. Est arrivé un de ces moments de pression pour le regroupement, les unités propres de recherche étant très menacées. C'est à ce moment-là que, à l'EREA, nous avons décidé de nous ranger sous le parapluie du LESC, du Laboratoire d'anthropologie et d'ethnologie, d'ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre, et tout en gardant notre indépendance. C'était un très bon deal, et pour nous en tout cas, puisque nous gardions une certaine autonomie, y compris financière, en tant que centre au sein du LESC. Et par la suite, quand le bâtiment Max Weber a été construit à Nanterre, nous avons déménagé, et l'EREA existe toujours d'ailleurs, et est installé maintenant à Nanterre. Par ailleurs, effectivement, je pense, je dis que j'aime pas l'administration, mais qu'en revanche j'aime bien essayer de gérer des projets collectifs, c'est vrai. Par ailleurs, je pense que c'est absolument indispensable pour tous les jeunes chercheurs qui doivent faire obligatoirement, en fait, l'expérience de diriger une équipe, d'entrer dans les instances d'évaluation, très important. Rien ne vous donne une meilleure aperçu du panorama de la recherche dans une discipline que de participer à ces instances d'évaluation. Et c'est indispensable d'apprendre les rouages de l'institution dans lesquelles on est amené à travailler, ne serait-ce que pour apprendre comment résister quand les réformes qu'on se propose d'y mener sont néfastes, ce qui arrive quand même assez souvent, et comment essayer de faire en sorte qu'ils soient utiles à la recherche, quelles que soient leurs limitations et leurs défauts. Et somme toute, le CNRS est une institution extraordinaire qui a évidemment énormément de dysfonctionnements qui pourraient être beaucoup améliorés. Malheureusement, la réformite aiguë qui habite les instances dirigeantes de la recherche et de l'enseignement font toujours des réformes de manière très technocratique et managériale, et en payant très peu d'attention, en prêtant très peu d'attention à la manière dont on crée un écosystème favorable à la recherche. C'est très dommage. Il n'en faudrait pas beaucoup pour le faire, en réalité. Ce n'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question d'organisation et d'attention bienveillante, chose qui manque beaucoup dans les administrations bureaucratiques. Bref. J'aime bien le travail collectif, non pas tellement officiel, mais le travail par petits groupes en fonction d'affinités électives, et pas nécessairement sur projet comme on le fait de plus en plus maintenant, mais simplement pour discuter, débattre. J'ai longtemps participé, après la RCP, qui fonctionnait vraiment comme ça. En fait, chacun écrivait dans son coin, mais on discutait beaucoup ensemble. J'ai participé à un groupe de réflexion complètement informel autour de Michael Hausmann et Marika, avec
avec deux psychiatres ericksoniens. Et on discutait beaucoup justement de ce que pouvait donner du point de vue heuristique, analytique, la comparaison de techniques de guérison, surtout comportementales ericksoniennes, avec des rituels, par exemple, de guérison ou des rituels tout court de type ethnologique. Et j'avais été, effectivement, j'avais été extraordinairement intéressée par cette espèce de jiu-jitsu relationnel dans lequel les ericksoniens sont passés maîtres, et surtout ces deux psychiatres avaient une extraordinaire maîtrise de cette technique. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi, à vrai dire. Ça a été une source d'inspiration pour mon travail sur lequel je reviendrai. Et toute cette période, donc, après mon recrutement, tout par la suite de ma carrière, a été évidemment entrecoupée de périodes d'enseignement, tant en France, à l'EPHE, à l'EHESS, à Nanterre, qu'à l'étranger. Et puis en 2005, j'ai accepté de prendre la direction du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que c'était pour moi une complète nouveauté et du coup intéressant par définition. Une institution, je ne connaissais rien au musée, mais évidemment l'idée justement de faire cette expérience m'intéressait. Et puis par ailleurs, probablement aussi une certaine lassitude, non pas du tout du travail scientifique, mais de... La vérité, je l'avoue, c'est que je ne travaille que sous la contrainte. J'ai beaucoup de... Je suis très angoissée par l'épreuve que présente pour moi le fait de faire un article, n'importe quoi, un cours, etc., etc. Donc, je me donne évidemment des contraintes en acceptant de faire telle ou telle chose précisément, mais ça m'angoisse beaucoup. Et à la longue, cette angoisse permanente de se presser le citron pour être toujours à la hauteur de ce qu'on veut être, je trouvais ça très minant quand même. Et probablement, l'opportunité de travailler ailleurs venant, oui, un moment de répit de ça me paraissait bienvenu, au fond. Et donc, voilà comment j'en suis venue à travailler au musée du Quai Branly. Je parlerai peut-être un peu après de ce qu'a été cette expérience au musée du Quai Branly et de ce que j'ai pu y faire. Mais...